Salut ma beauté, bienvenue dans cette nouvelle interview du podcast The Rising Sisters, la réflexologie plantaire. Tu connais? Et l'aromacologie. Est-ce que ça te dit quelque chose? Aujourd'hui, Eva nous emmène dans le monde de la réflexologie plantaire et de la libération émotionnelle. Elle nous parle notamment du pouvoir de nos pieds et de l'importance d'arriver à exprimer nos émotions. Bonne écoute! Salut Eva! Salut Caro! Merci d'avoir accepté l'invitation Merci à toi. Du podcast, des interviews du podcast. Je suis trop contente de te voir. Moi aussi. On est toujours trop contente. Oui, c'est vrai. Comment tu vas ce matin, vraiment? Comment tu te sens aujourd'hui? Bien. J'ai l'impression d'être chez ma psy. Genre vraiment. Oui, mais tu vois, ça, parce que va. souvent on se dit comment ça va sans vraiment... voilà, c'est juste comment tu te sens en ce moment. Comment ça va pour toi? Globalement, ça va. Fatiguée. Voilà, parce que j'ai un petit qui fait pas encore ses nuits, mais sinon, ça va. Il y a pas mal de chouettes choses qui se profilent, donc ça va. Bien. Ouais. Cool. Avant qu'on commence et qu'on aille plus loin, est-ce que tu as un petit rituel le matin, un petit déjeuner sacré, une habitude, quelque chose que tu fais pour commencer ta journée? Je m'étire, et ça, j'ai pris l'habitude quand j'étais enceinte, en fait, parce que j'avais tellement mal au dos. Et j'ai essayé de remettre cette habitude en route parce que j'ai très souvent mal au dos. Et du coup, m'étirer, c'est vraiment important pour moi. C'est 5 minutes qui me permettent de vraiment respirer, etc. avant de commencer la journée. Mm-hmm. Je zappe souvent mon petit déjeuner, donc je n'ai pas de petit déjeuner sacré. Et c'est pas une bonne habitude, mais avoir mon café après aussi, c'est vraiment... voilà, j'ai du mal à mettre quelque chose dans ma bouche avant d'avoir... Ton café. Mon café le matin, j'ai essayé le matcha, etc. J'en prends plutôt à 16h, mais le café, c'est sacré. C'est sacré. Voilà. Ben, c'est ton rituel à toi. Oui. Oui, trop bien. Alors, nous deux, on en parlait juste avant d'enregistrer. On s'est connus, on va dire, sur Insta. Je sais plus la chronologie, mais soit j'ai fait de la réflexion avec toi, tu as fait du design d'anima avec moi. C'était meant to be. Oui, c'était meant to be. C'était le destin. Bref, nos chemins se sont croisés. On est venus chez l'une, chez l'autre. Et puis, on s'est dit, ben, nos énergies, ça match. Il y a un truc. Est-ce qu'on n'irait pas manger un bout ensemble? Et ouais, aujourd'hui, j'ai la chance de te compter parmi mes amis. Et je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi. Alors, avant que tu... Ouais, t'as ton projet de Happiness Lab. Donc, on va plonger dans ton projet dans quelques instants, mais est-ce qu'on peut faire un petit bond en arrière et que tu nous partages un petit peu ton parcours jusque-là, jusqu'à la création peut-être de ton projet et déjà... Il y a des bloopers à la fin ou pas? Quentin. Mais c'est bien, on va garder ça pour faire un... Chauffer. Bon allez, je vais reprendre cette question-là, c'est pas grave. Ah ouais? Ah mince. Ok, bon. Ah mince. Les meufs trop blasées. Salut. Allez, on commence. Non, je fais juste ça pour des siaves. Voilà. Et après la publicité. Ouais, et puis, ça marche. Salut Eva. Coucou Caro. Je suis contente, on peut garder les rires, c'est cool. Pour info, mais si. Non. Oui, il faut pas le dire. Mais si, non, mais c'est ça qui est marrant, c'est pas grave, on est entre nous. On recommence. Ou pas? Non, oui. Quentin, t'es là. C'est mon podcast. Salut Eva. Coucou Caro. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je suis trop contente que tu sois là. Bon, pour info, en fait, on l'a refait là pour la 3e fois, c'est pour ça qu'on rigole. Non, mais blague à part, je suis trop contente de te voir. On est toujours contente de te voir, comme tu disais. Très. Tu vas bien aujourd'hui? Comment ça va pour toi en ce moment? Ça va, fatiguée, parce que j'ai un petit bout qui fait pas encore ses nuits, mais sinon, globalement, ça va. Je commence à être bien rodée la journée et tout reprend un petit peu, donc ça fait du bien. Donc, oui, globalement, ça va. Ouais, chouette. Est-ce que tu as un petit rituel le matin, quelque chose que tu fais, ou un petit déj, ou une boisson, un petit truc que tu fais pour commencer ta journée? Je commence d'abord ma journée par m'étirer parce que j'ai souvent mal au dos et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé pendant ma grossesse, que l'ostéopathe m'avait
proposé et que je continue à faire parce que c'est vraiment mon petit moment à moi quand c'est encore calme. Et puis j'ai tendance vraiment à avoir besoin d'une boisson chaude et c'est vraiment le café qui m'appelle. J'ai déjà essayé d'autres choses, mais voilà, mon café le matin, c'est assez sacré. Dans mon nouveau rituel, j'ai mon petit bout aussi qui se rajoute, mais sinon, oui, vraiment, mes étirements et mon café le matin, c'est sacré. Ouais, top. Alors, Eva, toi, tu as ton projet à toi, c'est The Happiness Lab. Donc, c'est libération émotionnelle par la réflexologie plantaire, notamment l'aromathérapie, les soins énergétiques. Donc, on va développer tout ça dans un instant. Mais avant, j'ai envie qu'on fasse un petit bond dans le passé, que tu nous racontes un petit peu ton parcours jusque-là, jusqu'au jour où tu t'es dit, tiens, voilà, j'ai envie de développer ce projet, j'ai envie de faire de la réflexologie, tout ça. Donc, tu peux nous partager un petit peu ton parcours à toi jusque-là. Plutôt professionnel, du coup. Ce qui te vient spontanément, ouais. Donc moi à la base j'ai fait des études de communication, je voulais être journaliste. Et puis après certains stages, etc., j'ai remarqué qu'on était fort guidé dans ce qu'on devait écrire, etc. Donc la notion de liberté me manquait. Et puis en fait j'ai été vraiment mise dans le bain pour tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Parce que c'était vraiment le gros boom à cette époque-là, Instagram sortait, etc. Et donc je me suis beaucoup formée à ça après mes études. J'ai été prise en marketing à Lino à l'époque comme premier job. J'étais trop fière, mais je me suis vite ennuyée, malgré que j'adorais l'équipe, etc. Je m'ennuie très vite de tout. Donc mon CV, c'est toutes les 2 ans, je crois que je change de taf et je fais des choses complètement différentes, toujours en gardant le côté marketing com en fond, on va dire. J'ai aussi lancé ma marque de vêtements en complémentaire. Mais je pense que je m'en suis un peu ennuyée. Ça demandait aussi des fonds énormes et j'avais trop de casquettes avec un temps plein à côté dans la vente luxe. Donc, c'était aussi compliqué. Je suis retournée en agence. J'ai un peu fait ça, quoi, à chaque fois. Mais voilà, travailler pour quelqu'un, c'est pas mon truc. J'avais besoin vraiment de lancer un projet à côté, mais je savais plus du tout dans quoi. J'avais appris mes leçons par rapport à cette marque de vêtements que j'avais lancée qui était ne pas avoir un truc qui demande trop de fonds. Et en fait, c'était aussi année du Covid. Je pense que ça a été pour pas mal de gens un déclic où en fait l'agence, j'en pouvais plus parce que je travaillais. C'est moi qui me mettais dans des états d'overstress. Je travaillais en vacances, je travaillais le soir, je travaillais la nuit, je me levais à 4 heures pour aller faire mon sport. Je sais pas d'où j'ai sorti cette énergie. J'ai frôlé plusieurs fois le burn-out, mais je pense que j'ai pas compris les messages. Je suis devenue asthmatique. À mon lapin, à cause de mon petit lapin. Donc voilà, bref. Un truc qui est arrivé comme ça en plein milieu. Et donc, tous des signaux, en fait, où j'étais pas très bien à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je change. Je peux plus être dans cette situation-là. Mon couple aussi, c'était compliqué parce que je pleurais souvent parce que t'étais au bout, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, 2020, ça a été un peu un élément moteur. Tout était au ralenti et je pense que ça a permis à beaucoup de personnes de se dire ok, si la société ralentit, j'ai le droit de ralentir aussi sans être taxée de paresseuse, si ça. Et je voyais une coach à ce moment-là et j'ai fait mon Ikigai, qui est un canevas japonais pour trouver sa raison d'être. J'ai commencé par ça et en fait ça a été vraiment un élément déclencheur qui m'a permis de comprendre que je pouvais faire quelque chose avec qui j'étais et pas avec ce que je faisais ou ma formation, etc., mais qui partait d'abord de qui j'étais et des qualités que j'avais qui sont de pouvoir écouter les gens, d'être disponible pour les personnes. Je suis une personne qui a besoin de beaucoup de toucher aussi. J'aime pas être touchée, mais j'aime bien toucher. C'est très particulier. Et donc voilà, j'en suis arrivée à un stade où j'avais envie d'avoir ma bulle et d'offrir quelque chose qui faisait du bien, parce que moi j'avais besoin de bien aussi, et donc d'où de Happiness Lab. Mon choix n'était pas de mettre mon nom derrière parce que voilà, c'était pas mon choix, et que The Happiness Lab me laisse la porte ouverte à faire ce que je veux après, de faire évoluer le projet comme je veux, parce que l'idée sera toujours d'avoir du bonheur derrière, d'avoir un petit labo où on crée du bonheur. Et c'est comme ça que j'en suis venue à créer The Happiness Lab, d'un cumul de mal-être pendant pas mal d'années, de recherche de moi, et en fait, à travers mon processus personnel, j'ai finalement créé un métier qui correspondait à qui j'étais, et ça, je pense que c'est ce qui fait que j'adore ce que je fais aujourd'hui, et qu'en fait, je m'ennuie pas parce que je peux continuer à me former dans plein de choses et à faire évoluer The Happiness Lab avec moi, et donc voilà. Oh, c'est canon, j'adore. Merci. Bon, on va pas encore plonger
tout à fait dans ton projet. J'ai envie qu'on fasse une petite pause sur justement cette période où tu m'as dit tu bossais jusqu'à 4 heures du mat, machin, etc., où tu te sentais pas très bien. En 2021, il y a un verdict qui tombe. Donc 2020, tu lances ton projet. Ouais, fin Covid. 2020. Ouais, Fin 2020, ouais. c'est ça. Et puis 2021, tu découvres que tu es atteinte d'un cancer. Ouais. Waouh, ça, comment t'as vécu ça? Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que tu t'es dit? Quel a été le process pour toi à ce moment-là? C'est encore un process qui est en cours maintenant parce que c'est le deuxième endroit public où j'en parle finalement, pas parce que c'était tabou, au contraire, je pense que ça j'avais une facilité à en parler en one-to-one comme ça dans la vie, mais le faire de façon plus publique, c'était compliqué pour moi parce que je trouve ça très intime en fait comme expérience et parce que je suis de nature assez introvertie, donc c'était vraiment, et je pense que moi j'avais pas dealé encore vraiment avec le fait de mettre des mots. On m'a renvoyé plusieurs fois en effet miroir que mais Eva c'est un cancer, et moi j'ai encore tendance à en parler comme si j'avais eu la grippe en fait, mais non ça va, il y a pire, etc. Et donc c'est quand même quelque chose que je travaille encore. Même si voilà, je suis passée, tout va bien, etc. Mais donc effectivement, en 2021, donc je démissionne été 2020 de l'agence. Je commence de nouvelles formations, je lance de Happiness Lab fin 2020. Et en fait, le verdict tombe en avril 2021. Avant ça, il y a eu plein de recherches parce que j'avais plein de symptômes inflammatoires. Mais bon, le corps peut s'emballer, être inflammé pour tellement de raisons différentes qu'on peut pas juste dire ah oui c'est un cancer, donc il a fallu faire des biopsies, c'était ça qui était le plus dur en fait. Je pense qu'au fond de moi, vu les symptômes que j'avais, des sueurs froides, énormément de fatigue, des grosses oppressions thoraciques, etc., tout ça c'était des éléments aussi que je pouvais remettre sur le stress, donc pendant longtemps j'ai un peu fait l'autruche en me disant oui c'est le stress et quand je démissionnerai ça ira mieux, mais donc en fait ces symptômes remontent déjà bien avant le verdict. Mais ce qui est comique, voilà, façon de parler, c'est de se dire que j'ai finalement... ça s'est accéléré, je pense, quand j'ai démissionné, quand j'ai tout lâché. Quand t'as lâché la pression, en fait. Et c'est ça qui est très spécial, parce que je pense que j'ai dû vivre avec ce début de cancer pendant un petit moment où j'étais encore en agence. Et que quand je vois quand est-ce que ça a été diagnostiqué, c'était déjà là depuis un petit moment, mais c'est surtout que tous les symptômes, je les avais déjà depuis un petit moment, mais j'ai l'impression que sur les derniers mois, entre la démission et le verdict, ça s'est vachement accéléré. Et donc je me dis, heureusement, ça a été pris à temps aussi. Mais effectivement, oui, c'est une claque, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas comme si j'avais pas eu des signaux avant et que je les ai clairement pas écoutés, j'ai pas su les écouter, je savais pas quoi en faire, ça me dérangeait très fortement. Parce que j'étais dans mon truc et mon corps me ralentissait. Et donc, manque de contrôle. Non, en fait, c'est moi qui contrôle. Et en fait, non, ça marche pas comme ça du tout. Et voilà, mais je pense que si j'avais pas eu ça, il y a un moment où je sais pas ce que j'aurais pu avoir d'autre pour que la vie me fasse comprendre de stop, en fait. C'est ça, c'est un peu tous ces messages que t'as pas écoutés ou que tu voulais pas écouter. Tu disais, les deux, en fait. Et puis, ton corps a dit, en fait, bon, maintenant, tu vas écouter, quoi. Voilà, Et tu mets ça sur, je sais pas, on en a parlé ensemble, et je sais que c'est quelque chose que tu as envie aussi de faire passer comme message, c'est un peu les conditions qui m'ont poussé à arriver jusque-là. Après, je pense que chaque personne, et c'est pas général, tout le monde ne développe pas forcément un cancer, mais je pense que si c'est pas un cancer, ça peut être plein d'autres petites choses, c'est des maladies chroniques, c'est des intolérances, ça commence avec toutes des petites choses comme ça, qui se vivent à vie au final. Donc moi, je me dis toujours, un cancer, c'était une phase, et en même temps, contrairement à une maladie chronique, par exemple, j'ai la chance, entre guillemets, même si j'ai encore des séquelles aujourd'hui, surtout au niveau énergie, parce que voilà, je crois qu'on récupère jamais vraiment, et avant, j'étais en over-énergie aussi, donc clairement, il y avait un problème. Mais dans tout ça, j'arrive toujours à me dire, ok, mais finalement, j'ai de la chance. Mais on développe tous, je veux dire, des cancers, on entend, ça devient vraiment comme la grippe. C'est horrible, mais je veux dire, on en a de plus en plus. Voilà. Mais tous les maux qu'on a aujourd'hui sont, je pense, fortement liés, en tout cas, au stress. Et c'est une accumulation de plein de choses, la pollution, ce qu'on mange, etc. Et je pense, voilà, moi, c'est ce que j'ai comme philosophie aussi avec The Happiness Lab, c'est de me dire que l'émotionnel vient vraiment mettre cette espèce de petite goutte en plus qui fait qu'à un moment, il y a quelque chose qui se déclare et ça, c'est le trop-plein. Mais souvent, c'est pas un truc qui arrive pouf pouf sans qu'il y ait eu plein de petits signaux avant, mais qui semble...
voilà, on prend un médicament pour faire pansement et donc du coup, je peux continuer ma vie. Non, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui fait qu'on est déjà arrivé à ça. Enfin voilà, c'est toute la démarche. Et qu'est-ce qui, enfin, quand tu reviens à cette période, c'était quoi ton drive de bosser autant, tu vois, d'aller comme ça, de rester dans ce go, 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 on y va, je peux pas lâcher, je dois contrôler, enfin, tu vois, c'est quoi qui, derrière le petit moteur de ça? Il y a plusieurs choses. Il y a, on va dire, des trucs plus macro, plus micro. Ouais. En termes de micro, l'éducation que j'ai reçue, j'ai un papa indépendant qui faisait des heures de dingue. Petite fille qui admire son père et qui veut être comme ça, il faut bosser pour réussir, etc. Et ça me marquera toujours, en fait, parce que c'est en coaching avec toi. Et ça me travaille encore, cette question de quelle est ta définition du succès. C'est quoi ça? Question de merde. C'est quoi ta définition du succès? Et je suis restée bloquée là-dessus parce que c'est compliqué en fait quand pendant des années tu as eu comme définition de c'est l'argent. Ouais. C'est avoir cette espèce de pouvoir, c'est être connu, enfin je pense que c'est un peu ça et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on nous pousse vers ça. Donc, il y avait ça, que j'ai reçu par mon éducation, et au niveau micro, mais qui a été vraiment au niveau macro poussé par la société, qui te dit, tu n'es personne si tu restes chez toi, si tu ralentis. Si tu n'as pas autant de followers, si tu ne gagnes pas autant d'argent. Voilà. Ouais. Ou t'es youkou si t'es dans ton potager. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un moment, en fait, il y a des étiquettes qui se mettent, et tu te dis, ah non, je veux pas être dans cette étiquette-là. Je veux pas avoir cette étiquette-là. Et donc, il y a tout ça qui a... Les personnes que j'avais autour de moi aussi me poussaient à ça. La réussite, c'était de monter les échelons. C'était... Et donc, ça a été aussi un gros... Oui, c'est une grosse remise en question, en fait. Et aussi d'accepter de se dire, non, j'ai pas envie de fonctionner comme ça et d'être constamment à la recherche de c'est quoi, en fait, pour moi, le succès. Surtout que la définition que j'ai aujourd'hui, elle colle pas du tout à comment la société fonctionne et aux gens en général, et donc j'ai vraiment parfois l'air d'une paresseuse, et moi ça me renvoie cette image là aussi. Et c'est toujours un travail de se dire non, en fait non, donc il y a eu ça, et vivre à du 100 à l'heure. Je sortais, parfois j'allais au boulot après être sortie, enfin des trucs vraiment, je me dis mais je ne sais pas comment t'as fait, vingtaine, quoi. À la vingtaine t'as une autre énergie, mais même c'est pas normal en fait, et le fait de jamais s'arrêter aussi, c'est une façon de pas se poser de questions. Bien sûr. Et donc, ne pas sentir aussi. Et donc être à du 100 à l'heure, et avoir cette impression de coller à cette image super de moi, je bois 5 cafés, j'en bois 1 à 2, mais avant j'en buvais 5 cafés par jour, je suis une girl boss et tout, et je trouve que même l'entrepreneuriat, on en parlera peut-être après, mais c'est un mot qui est devenu, pour moi après très extrême, parce qu'en fait on nous colle une image derrière l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, et donc c'est tout ça qui a fait que j'étais dans ce drive-là. Et puis te retrouver à l'arrêt, quoi. Ça, c'était comment? C'était au début de te retrouver comme ça à l'arrêt? J'étais fatiguée, donc j'ai pas eu le choix, vraiment. Ça m'a fait du bien de me dire je vais à l'encontre de ce que mon père notamment aurait voulu pour moi. Et ça m'a fait du bien, en fait, d'un peu me rebeller. J'ai été fort soutenue par mon entourage, évidemment. Et puis, il y a eu, en parallèle, évidemment, la découverte du design humain, la découverte de qui j'étais, de me dire, mais en fait, c'est normal, je fonctionne pas comme ça. Et en plus, pour le coup, je suis vraiment un type qui a moins d'énergie, si je peux dire. Alors, je t'interromps juste une seconde, comme ça, pour les Super Sisters qui écoutent l'interview. Eva est projecteur. Autorité émotionnelle, et tu as peu de définitions, si on s'en dirait bon, je crois que tu as j'ai le cœur, splénique, non, et sacral. Non, et plexus, puisque tu as autorité émotionnelle. Oui, c'est ça. Mais oui, et profil 5.1, ça j'ai dit. Mais donc, si on s'arrête même au type énergétique, projecteur, voilà, si je m'adresse à toi qui regarde l'interview, si tu connais un peu le design humain et que tu as écouté ce qu'Eva vient de nous raconter, son mode de vie qui n'allait pas du tout, et que tu connais un peu l'énergie du projecteur, il y a un petit bug. Donc, pour info, le projecteur, c'est en design humain un être qu'on appelle non énergétique. Ça veut pas dire que tu n'as pas d'énergie, ça veut juste dire que ton énergie fonctionne différemment et que tu n'es pas ici pour être tout le temps dans le feu de l'action, dans go, go, go. Tu as plus un rôle d'observatrice, de petit oiseau sur la branche qui va améliorer
ce qu'on a créé dans le monde, qui va améliorer la qualité de vie des gens. Et donc, forcément, pour pouvoir observer et dire, tiens, là, on va améliorer, il faut pouvoir ralentir et prendre ce recul, quoi, et pas tout le temps avoir la tête dans le guidon. Donc, on va reparler après du design humain, mais c'était juste pour situer, voilà, et rebondir sur ce que tu disais là maintenant, qu'en effet, quand on a fait la séance de design humain en 2021, tu t'es dit, ah ben oui, je comprends maintenant encore plus. Ouais. Beaucoup, donc ça a été vraiment un des outils auquel j'ai le plus accroché à ce moment-là, parce que je me suis sentie rassurée par rapport à ce que je ressens versus ce que je fais. Ouais. Et donc oui, je sais pas si j'ai répondu à ta question de base, mais je pense oui, je fais comme ça. C'est voilà. pas grave. On est cool, on est entre nous, on papote autour d'un café. Ah non, il est plus là ton café. Il est là, voilà. Alors, on va... Oui, donc le moment déclencheur, ça tu nous en as parlé. Donc ton projet, on va mettre le focus, la loupe un peu sur de Happiness Lab. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est la libération émotionnelle, mais tu vas mieux en parler que moi évidemment. Donc tu fais de la réflexologie plantaire. Juste petite parenthèse, c'est le seul soin dans lequel je m'endors. Et je suis une ancienne contrôle fric. J'ai du mal à lâcher. Chez Eva, je dors. D'ailleurs, je fais des petites oui. Tu fais de l'aromathérapie aussi. D'ailleurs, j'ai un petit rôle à toi dans mon sac. Il me quitte plus. Et soins énergétiques. J'ai eu la chance de tester il n'y a pas si longtemps aussi. C'était incroyable. Parle-nous un petit peu de ton projet. Tu fais quoi? Ça consiste en quoi? Quel est ton rôle? Ta mission, entre guillemets? Voilà, parle-nous un petit peu de ce que tu fais. Mais donc, dans les différents... donc, il y a le design humain, mais dans les différents outils de personnalité, il y a vraiment un point commun qui revenait à chaque fois, que ce soit l'astro. Je suis une fric de trucs de personnalité, outils, donc j'en ai fait plein. Et en fait, il y avait vraiment le point commun qui revenait toujours dans des termes parfois différents, mais d'aider les autres, en fait, d'être là pour les autres. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment naturellement. J'ai du mal quand je vois des gens qui font du stop pendant 10 minutes dans ma tête, je m'en veux parce que j'ai pas pris la personne qui faisait du stop et que je l'ai laissé au bord de la route comme si tout dépendait de moi, en fait, à ce moment-là. Et en fait, j'ai vraiment ce truc-là de devoir aider les autres. Je sais que si je sors avec des copines, je me retrouve finalement aux toilettes avec la nana qui pleure que je connais pas parce que son mec lui a dit que, et en fait, je suis pas avec mes potes, je suis en train de rassurer la gonzesse. SOS, c'est pas bon. Voilà. Mais vraiment, alors, ça peut être très chiant pour beaucoup de gens, mais donc, vraiment, dans tous les domaines, j'ai toujours ce besoin j'aime pas avoir quelqu'un qui va pas bien. Ça peut me porter à faux, je sais pas si ça se dit, mais d'un autre côté, c'est quelque chose où j'ai besoin d'aider l'autre à prendre sa place d'une certaine façon et à exister un peu ou à être mieux. Et donc, la question était... De nous parler de ton projet. De nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Mais donc, ce que tu fais. Voilà, c'était ça. Je voulais vraiment un projet qui apportait ça. Maintenant, je suis un peu une éponge d'une certaine façon où je vais être très empathique et donc j'avais pensé à refaire des études de psycho, etc. Bon, non seulement c'était long, mais en plus j'avais peur d'être trop impactée par ce qui allait être déposé, même si au final je reçois beaucoup d'informations aussi. Mais j'avais plus envie de travailler dans le corps. Il y a un côté où je me dis j'aurais peut-être dû faire médecine. Si je pouvais tout faire, je ferais tout, je crois, mais je suis nulle en maths et en chimie, hein, mais donc du coup il y a vraiment cette idée de guérir ou de pas guérir, mais parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais plutôt d'aider, mais au niveau du corps, d'accompagner, de soutenir, quoi. Exactement. Mais tout en ayant une écoute, et je pense qu'avoir une écoute, faut pas forcément être psychologue pour savoir écouter. Donc c'était me dire, ok, mais pourquoi tu veux trop te mettre dans une définition? Tu peux faire plein de petites choses, mais passer par le corps. Ça c'était sûr. Et donc d'où la réflexologie plantaire. Les massages, très honnêtement, j'ai pas voulu faire parce que c'est hyper physique. Pourquoi les pieds? Je ne sais pas. Pourquoi les pieds, Eva? Mais non, mais parce qu'on me demande. Alors aujourd'hui, oui, je sais te dire que c'est parce que c'est eux qui nous portent, c'est eux qui nous permettent d'avancer, parce que à travers la réflexologie, j'ai découvert que les pieds, c'est tout le corps humain, donc c'est hyper intéressant. Mais à l'époque, quand je cherchais vraiment dans quoi je pouvais me former, c'était vraiment la description qui m'a plu. Et puis je sais pas, j'ai pas trop de problèmes. Enfin, j'ai rien avec les pieds. Moi, ça me dérange. Je suis pas fétichiste, hein, mais genre ça serait space. Mais je sais pas, il y a un truc où les gens sont souvent dégoûtés des pieds et tout. Je me dis mais quand même, voilà.
Peut-être pas Mais mon ils sont truc. mignons tes pieds. Et moi, on m'a toujours dit que j'avais des moches pieds aussi, donc je les mettais dans le sable à la plage et tout. Ah, et c'est comme moi, ça. Ouais, Moi ouais. aussi, ça a caché mes pieds pendant des années. Voilà. Mais donc, il y a un truc avec Donc, les pieds ouais. où en fait on se cache, on n'aime pas. Enfin voilà. Et je me dis, mais il y a vraiment quelque chose avec les pieds. Donc voilà, la réflexologie plantaire m'a ouvert la porte. Mhm. Et puis, eh ben, de fil en aiguille, tu découvres plein de dimensions. Tu découvres que l'humain fonctionne avec plein de dimensions différentes aussi. Et donc, il n'y avait pas juste le corps physique et déjà énergétique avec la réflexologie, mais les soins énergétiques, c'était toute ton enveloppe Mhm. énergétique. Alors, on parle d'aromacologie plus que d'aromathérapie. D'accord. Je me suis formée en aromathérapie, mais là, l'idée de l'aromathérapie, on est plus dans un but de santé, Ok. on va dire. L'aromacologie, on va plus toucher le psycho-émotionnel, on va utiliser que l'olfaction, qui est le fait de respirer vraiment les huiles essentielles. C'est une branche spécialisation, on va dire. Et donc là aussi, il y a une dimension énergétique et physique, parce qu'on est tant dans le corps que dans la dimension énergétique aussi. Mhm. Donc voilà, pour moi, c'est ma petite boîte à outils qui se complète, que j'essaie en fait de travailler tout ensemble et pas trop scinder mes services, parce que pour moi, c'est un tout. Ouais. Et c'est comme ça que j'en suis venue à The Happiness Lab. Pourquoi The Happiness Lab? Ça, je l'ai déjà un petit peu dit, et ça me permet vraiment de plus m'enfermer dans quelque chose, mais de faire évoluer le projet. Si un jour j'ai envie de faire des cours de cuisine, ça match encore à la limite. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais c'est un nom, je trouve que ça fait très cocon, bulle de bien-être, de bonheur, ouais, on se sent bien, quoi. Et on se sent bien en ta présence déjà et à travers tes soins. Et oui, non, j'adore juste pour donner une idée de comment ça se passe. J'adore parce que on parle au début d'un rendez-vous. Ouais. Enfin, là, je me rappelle du premier rendez-vous, on se connaissait pas encore. Enfin, tu m'as posé plein de questions, tout ça, comment je me sentais et tout. Et puis, soit je peux choisir l'huile, soit toi tu choisis, c'est ça? Ouais, je l'huile laisse toujours le choix. Ouais. J'ai toujours une petite huile essentielle à respirer pendant le soin en réflexologie pour un peu court-circuiter le mental. Ouais. Et mais il y a aussi ce côté très Madeleine de Proust quand on sent une odeur. Les odeurs, c'est assez puissant parce que la mémoire olfactive est activée, donc parfois on va avoir des souvenirs qui peuvent être positifs ou négatifs. Hein. Mm-hmm. Et donc il y a vraiment un travail derrière qui peut se faire simplement juste avec l'huile essentielle en fait, et on fait sortir des souvenirs, ou on fait sortir des choses où la personne finalement se retrouve à parler de quelque chose dont elle n'aurait pas pensé. Et donc, il y a aussi finalement un travail qui est fait à travers ça. Et effectivement, où je l'ai choisi pour la personne, parce que moi, je connais finalement la symbolique derrière, Ouais. et donc ça me permet de personnaliser. Ou on laisse, parce que je tire les cartes aussi, et donc il y a cette même idée de je tire mon huile essentielle, et ce que je tire, c'est ce dont j'ai besoin. C'est ça. Parce que je trouve que le hasard fait bien les choses. Mm. Et donc voilà, mais je dis jamais la symbolique avant, je laisse toujours respirer. D'abord, voir comment on la ressent dans le corps, voir s'il y a un souvenir qui arrive, voir à quoi ça nous fait penser, etc. Mm-hmm. Et puis seulement, je dis ce que c'est, sinon on choisit plus par intérêt que... Oui, c'est ça. Tu laisses l'intuition parler, quoi. Ouais. Et que ce soit, enfin, peut-être que tu vas vouloir scinder, mais il se passe quoi? Ça fait quoi en fait la réflexologie plantaire? Pourquoi est-ce qu'est-ce qu'on vient libérer? Comment ça se passe dans le corps? Parce que tu disais, voilà, les pieds nous portent, tout le corps humain se retrouve dans nos pieds. Quels sont les bienfaits? Comment on peut agir avec la réflexologie? Alors la réflexologie, il faut savoir aussi qu'on peut avoir la réflexologie palmaire, pour laquelle je suis formée aussi plus au niveau des mains, mais je préfère travailler au niveau des pieds. Il y a la langue, les oreilles, le crâne, le visage. Donc c'est vraiment des extrémités, hein, souvent. D'accord. Quoique j'ai découvert la réflexologie dorsale aussi, c'est un autre principe. Mais soit tout ça pour dire que en fait au niveau des pieds, sur chaque pied on a 7200 terminaisons nerveuses. C'est énorme. Pour donner une idée, les mains on est à 4600, donc c'est pour ça aussi que je préfère généralement travailler les pieds. Et en fait, en fermant les deux pieds sur les voûtes plantaires, on voit vraiment, on peut retrouver toutes des zones réflexes qui représentent le corps. Pourquoi je dis zone réflexe? Parce que c'est pas parce que j'appuie sur, par exemple, je sais pas, la zone réflexe du poumon que je vais sentir dans mon poumon. Ça marche pas du tout comme ça. C'est juste que on va utiliser le système nerveux. Donc, quand je parle de 7200 terminaisons nerveuses, on utilise vraiment le système nerveux pour envoyer un message au cerveau. Le cerveau, en fait, après, procède au rééquilibrage au niveau de l'organe. Rééquilibrage énergétique, je précise. C'est pas de la médecine, et on fait jamais un diagnostic médical. Jamais. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, est-ce que tu peux sentir si j'ai
un cancer ou une maladie ou autre. Et en fait, ça, jamais. Et si vous faites ça chez quelqu'un qui vous dit que c'est OK ou que c'est possible, non. On parle toujours de déséquilibre. Après, un déséquilibre énergétique, s'il persiste et si on rééquilibre pas, peut se transformer dans le corps physique en quelque chose. Voilà. Oui, OK. Donc, l'idée, c'est de se rééquilibrer et on soutient en fait vraiment le corps dans son auto-guérison. Parce que le corps est déjà bien fait pour s'auto-équilibrer, mais il a besoin parfois d'un coup de pouce. Et la réflexo vient faire ça en fait. Donc, on rééquilibre vraiment énergétiquement tout le corps, tant en travaillant via ses terminaisons nerveuses, ça c'est la dimension plus physique, on va dire, que via les méridiens qu'on va utiliser aussi comme canaux messagers. Mais là, on est plus dans la médecine traditionnelle chinoise alors, et dans cette dimension énergétique. Et donc, on travaille sur plusieurs dimensions et ça, c'est chouette. Ouais. Une émotion qui est bloquée va créer un déséquilibre et donc le fait de libérer, pourquoi je parle de libération émotionnelle, c'est vraiment d'aller enlever ces différents blocages, souvent accumuler plein de petites choses, mais de l'émotionnel aussi, et pouvoir parfois donner conscience aux personnes de voilà où est-ce que ça se bloque plus, voilà comment vous fonctionnez, et de permettre au corps le fait que tu t'endormes, c'est vraiment le fait qu'on aille travailler en profondeur et pas dans le tissu musculaire comme un massage du dos. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui fait que c'est un soin assez qui peut être assez intense aussi. Mais donc voilà, je trouve ça vachement complet parce qu'on est sur plusieurs dimensions, parce qu'on travaille sur une zone du corps, je trouve, qui est si petite et tellement maltraitée. Ouais, c'est vrai. Mais c'est se reconnecter à ses pieds, c'est se reconnecter aussi à son ancrage, à la terre sur laquelle on vit, etc. Parce qu'en fait, on est constamment dans la tête. On est poussé à être constamment dans la tête aussi. Et on arrive à faire décrocher souvent le mental. Pas toujours la première séance parce qu'on est curieux, mais après, au final, quand on s'habitue à la personne qui masse et à l'environnement, on a tendance à complètement se laisser aller et à être dans cette onde méditative qui fait beaucoup de bien et qui est très reposante et guérisseuse d'une certaine façon pour le corps. Je fais beaucoup ça. C'est pas grave, ça se fait comme tu veux, on est à la maison aussi. Et tu peux, du coup, moi je me rappelle à une période où on peut cibler aussi l'approche, du coup dire tiens, plus sur travailler sur le système endocrinien, plus sur le système nerveux. Ça c'est le protocole. C'est dans le protocole que je vais mettre en place après. Donc c'est vrai que la première séance elle est plus complète parce que je fais une sorte d'anamnèse. En fait, je pose plusieurs questions plutôt médicales entre guillemets, qui me permet un peu de voir où est-ce qu'il y a déjà des déséquilibres qui font qu'on a un impact physique. Voilà, ça va être le côlon irritable, ça va être quelqu'un qui dort pas bien, par exemple, les migraines, problèmes de thyroïde, les cycles qui sont compliqués, etc., etc. Et donc, ça permet de relier plus à un diagnostic après en médecine traditionnelle chinoise aussi et de savoir, OK, s'il y a ce blocage-là, à cette zone-là, ou d'où est-ce que ça peut venir. Et donc, on va vraiment investiguer déjà, ce que je trouve que la médecine classique fait moins aujourd'hui. Certains le font encore, mais plus assez en tout cas. Et trouver un protocole adapté. Donc, effectivement, en fonction de ça, je vais dire, je vais travailler ce système-là, parce que c'est important pour moi que la personne sache ce que je vais faire sur son corps et que j'ai son accord. Mais après, pendant la séance, effectivement, parfois, je vais rajouter des choses et alors on en parle après. Et tout le diagnostic, le travail énergétique derrière, ça, je commence pas à faire tout mon cours à la personne, mais au moins, elle sait sur quoi je vais travailler, pourquoi potentiellement. Et donc, oui, il y a effectivement un protocole vraiment personnalisé derrière. Ouais, c'est ça qui est canon. J'adore. Est-ce que tu observes dans toutes les personnes qui viennent te voir dans ta clientèle et tout ça, une demande qui revient ou des symptômes, enfin, tu parlais d'anamnèse et tout ça, est-ce qu'il y a une demande comme ça? Est-ce que tu observes une problématique, des challenges récurrents comme ça chez les gens? Alors, les symptômes physiques vont souvent être différents, mais finalement, à la fin, quand on discute et qu'on s'échange aussi parce que la personne ressent des choses, et puis moi, je veux dire ce qui a été vu aussi comme des équilibres dans les pieds. Et en fait, dans l'échange, on arrive souvent à des thématiques de « je ne sais pas prendre ma place ». Ça, c'est vraiment, on va dire, la croyance racine un petit peu « je ne peux pas prendre ma place » ou « je ne sais pas prendre ma place ». Mais ça va se manifester par le fait de pas, par exemple, oser dire non, le fait, voilà, il y a plein de... tu parlais de patterns quand tu m'avais parlé des questions, et donc il y a plein de méthodes et de, mécanismes différents, mais derrière c'est toujours je ne sais pas où est ma place parce que parfois on est maman, parfois au boulot, enfin toutes ces casquettes-là en tant qu'amie, etc. C'est qui je suis moi en fait et où est-ce que je me positionne. Je donne toujours cette idée d'une scène de théâtre avec plein de gens, mais en fait
où est-ce que je me mets sur cette scène par rapport aux gens. Est-ce que je me mets tout au fond, derrière une personne, ou au centre, ou est-ce que j'ose me mettre dans la lumière tout devant? Est-ce que, sans avoir peur de déranger celle de droite, celle de gauche? Et donc, il y a tout ce truc-là, finalement, où souvent la prise de sa place et de qui je suis, d'oser dire non et de dire je suis en colère par rapport à ci, par rapport à ça, c'est de la colère, hein, souvent, énormément. Ah ouais, ouais. C'est beaucoup de colère, mais elle se manifeste différemment, la colère. Bon, elle devient de la rage parce on l'exprime pas non plus dans cette société parce que c'est pas bien. Surtout quand on a une petite fille, c'est pas joli, une petite fille qui se met en colère. Et donc ça, c'est des choses qui reviennent quand même vachement. Souvent. Ouais. Mais après, les moments comment ça se traduit dans la vie, c'est vachement différent. Des personnes vont finir en burn-out et dépression liée au boulot, ou parfois c'est dans aller dans le cadre familial. Donc voilà, ça se manifeste différemment, et dans le corps aussi. Mais souvent, c'est ce qui revient. Derrière, c'est souvent ça. Ouais. Quoi. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis avec la colère, là, que c'est souvent l'émotion qui revient le plus. C'est vrai que c'est... Bah ouais, la colère, c'est souvent redirigé vers soi aussi, enfin, je pense. Oui, on s'en veut de pas avoir dit non, par exemple. La culpabilité, c'est de la colère, quelque part. Ah oui, c'est ça, ok. C'est pour ça que je dis, on a les émotions de base, tristesse, colère, joie, parce que la joie aussi en excès peut être, pas un défaut, mais peut aussi être un déséquilibre. Oui. C'est parfois pour masquer aussi, dégoût, trop de joie. Trop de joie, c'est pas parfois pour masquer. Si, voilà, donc c'est pas normal il y a parfois un déséquilibre. Des personnes qui sont très très joyeuses et qui font des alcools tristes après, c'est parce qu'à ce moment-là, ça ressort. Enfin voilà, donc un excès de joie n'est pas forcément bon non plus. Tout est toujours dans l'équilibre, c'est ce qu'on va toujours chercher. Mais c'est pas parce qu'une émotion est positive, entre guillemets, parce que la colère l'est à la base. On en a fait quelque chose de négatif, mais à la base, c'est une émotion positive. Mais bon, si on doit mettre des connotations comme ça, c'est pas parce que la joie, c'est positif que ça veut dire que c'est bien d'être overjoyeux dans la joie. Voilà. Ouais. Mais donc, tu as ces différentes émotions de base. Et puis, tu as comme un camailleux à chaque fois. Et donc, par exemple, la culpabilité, c'est de la colère en soi. C'est intéressant, attends. Moi, la culpabilité, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Je te jure, à chaque fois que quand j'ai fait des thérapies ou des trucs comme ça, c'est la culpabilité. Ça a commencé avec le décès de mon papa, ou c'est de ma faute, machin, etc. Et puis après, dans ma vie de maman, la culpabilité, le mom guilt, où c'est tout le temps présent chez moi, quoi. Et donc, c'est de la colère. Derrière, il y a de la colère. Donc, je dois libérer de la colère. Après, la colère, de nouveau, nous, on la voit comme quelque chose de négatif, mais la colère, c'est quoi? C'est finalement une émotion qui nous donne un certain drive de s'imposer, de dire, en fait, non, ça me va pas, ou je suis pas OK là-dedans. Et en fait, juste d'être là, de dire qui je suis. Et c'est souvent, physiquement, t'as ta voix qui ose, qui est un peu plus forte, etc. Et donc, tout ça est fait pour un peu plus s'imposer et dire non, ça va pas, quoi. Et donc, la culpabilité, finalement, il y a tout ce travail derrière la culpabilité va ressortir, mais derrière, il y a de la colère, peut-être celle de pas être arrivé à dire non, ou celle de prendre sa place, ou tu vois, et donc, finalement, après, mais je me sens mal, j'aurais pas dû, etc., etc. Et donc, t'as la colère qui ressort après, mais la colère n'est pas négative à la base, elle est juste là pour nous permettre de mettre une limite, quoi. Et donc, c'est intéressant, ça fait le lien avec tout ce que tu viens de dire avec le fait de prendre sa place. Enfin, j'en profite, hein. Moi, c'est un truc, me sentir petite et pas trouver ma place, c'est un peu aussi quelque chose qui est récurrent chez moi. Et donc, si je fais le lien avec cette culpabilité, ce que tu viens de dire là, la colère, c'est un peu s'affirmer quelque part, ou dire, j'ai pas utilisé ma voix, j'ai pas dit non, c'est pas OK, mais j'ai rien dit, je suis restée dans l'ombre, ou je suis restée parfois petite. Oui, et parfois, si tu le fais, alors tu culpabilises aussi de l'avoir fait, parce que c'est pas... Donc, et donc on s'en veut, et donc quand on s'en veut, on est en colère. Enfin, donc il y a toujours vraiment cette idée de colère derrière, mais de nouveau, attention, la colère n'est pas la rage. Et donc ça peut paraître surprenant de se dire, ok, derrière la culpabilité, il y a de la colère, mais quand la colère vraiment en tant que telle, pas la rage, quoi. Non, la rage, c'est quand tu gardes excès de colère. Mais on a tous de la rage, hein, parce qu'on ne sait pas exprimer notre colère, parce qu'on ne nous l'a jamais vraiment appris. Mais justement, comment on exprime notre colère? Alors après, je suis pas psy non plus, mais c'est pas grave, dans ce que toi dans ce que moi je prône, en tout cas, ce que je conseille, c'est de dire quand on n'est pas OK avec quelque chose, c'est d'essayer de trouver des solutions. Après, c'est difficile de répondre à un besoin à 100% aussi, parce qu'il y a une structure autour de soi, parce que ça dépend pas toujours que de nous. Mais bon, là, après, je vais dans un sujet, je pourrais pas aller dans les détails, mais je réalise encore beaucoup plus et je travaille que sur les femmes, et donc c'est lié à ça, que c'est
très fort lié à la femme la femme en tant que telle en a encore plus parce qu'on a toujours appris à se taire, à pas pouvoir s'exprimer, etc. Je sais pas, le droit de vote, ça date d'il y a pas si longtemps. Donc, toutes ces choses-là font que on a toujours dû être au service d'eux. Et donc, la colère derrière, mais elle est énorme. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous de prendre notre place. Et on va culpabiliser si on le fait. En même temps, on est en colère parce qu'on n'arrive pas. Enfin, bref, c'est très complexe, je trouve. Je dis pas que les hommes sont pas en colère du tout, hein, parce que je pense qu'ils ont leur lot aussi de trucs qu'on leur met dessus. Mais on réalise vraiment que chez la femme, finalement, il y a énormément de colère liée au fait qu'elle n'a jamais vraiment pu prendre sa place. À l'époque, quand on était des sorcières, si on disait ce qu'on pensait. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... Et on était punis pour ça, quoi. Enfin, oui, il y a plein... Dans toutes les époques, tu remarques qu'on a toujours... on a toujours dû se taire quelque part. Et donc, l'exprimer aujourd'hui et aller... C'est vraiment un inconscient collectif, quelque part, qui est là et que nous, aujourd'hui, on doit décrasser. Sachant qu'il y a le poids du transgé aussi. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Cette colère, est-ce qu'on se la passe, tu sais, comme une patate chaude de génération en génération? Oui, sûrement. Si tu as été éduquée là-dedans, oui. J'ai encore une conversation comme ça avec ma maman où elle me disait, mais moi, on nous a toujours appris à tout faire toute seule pour pas déranger, etc. Et j'ai été éduquée comme ça. Et d'un côté, moi, en fait, elle m'a éduquée comme ça. Donc, je remarque que je le fais beaucoup. Donc, du coup, je demande pas d'aide non plus à côté. Mais donc, je me tais, en fait. Et après, je râle, tu vois. Il y a personne qui m'aide. C'est toujours moi qui dois tout faire toute seule. Mais c'est un schéma qu'on voit chez beaucoup de femmes, au final. Donc, il y a l'éducation que tu reçois. Peut-être qu'une autre maman va être différente et donner une autre éducation aussi. Mais tu as quand même un inconscient collectif dans la société, probablement en plus du transgénérationnel, qui est là. Enfin, c'est pas que un niveau individuel, je trouve. C'est ça. Non, je sens aussi. Enfin, ça se sent en fait, voilà, et puis quand on est dans ce combat, nous on est dans un secteur aussi, on est très ouvert à tout ça, mais donc pour exprimer sa colère, déjà tu dis step 1, plus parler, alors plus dire les choses, plus dire quand quelque chose ne nous convient pas, voilà, mais c'est très compliqué, et donc parfois on a tendance plus à vomir parce qu'il y a une telle cumulation de colère, trucs pas digérés, quoi. Voilà, tu sais parfois pas par où commencer, et juste pour vomir ton truc. Et donc, je dis toujours de commencer par écrire. C'est tout bête. Je sais qu'on a un truc avec la gratitude list. Enfin, ce petit... Moi, j'utilise aussi parce qu'il y a des pages blanches et donc j'ai tendance à beaucoup écrire parce que j'ai du mal à exprimer. Bon, après, j'ai mon centre-gorge pas défini, donc en plus, voilà. M'exprimer, c'est un peu... D'ailleurs, ça se verra peut-être dans cet épisode qui part dans tous les sens. Mais non, mais c'est très bien. Moi, j'aime bien quand ça part dans tous les sens. Heureusement que tu me guides, mais mes réponses sont un peu... Voilà. Mais en gros, je trouve que écrire, c'est un premier step. Ça paraît très bête, mais parfois, c'est très compliqué parce qu'à partir du moment où on prend son bic et son papier et qu'on veut commencer, on est là, OK, par où je commence? Et puis, il y a vraiment tout un truc un cheminement de réflexion trop compliqué, alors que si on se laisse vraiment aller, mais alors on va sortir... Tu sors des trucs... Plein de trucs, mais peu importe si on insulte, peu importe si on est méchant. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc, je peux pas dire ça parce que je suis méchante, il y a une question de loyauté comme ça derrière envers les gens. Non, juste dis ton truc, personne va lire après. Et donc, le fait d'écrire, déjà, c'est une façon d'extérioriser. Et puis, peut-être de relire quelques jours après, de se dire, OK, qu'est-ce que je garde et comment je peux l'exprimer à cette personne, finalement, ou pas. Hein. Il y a des personnes qui sont pas du tout réceptives et voilà, c'est une autre histoire. Mais du coup, ne fût-ce que l'écrire, le but, c'est de libérer. Donc, on s'en fout au pire si la personne ne lit pas ou si on ne sait pas en discuter avec elle. Le but, c'est vraiment juste de faire sortir. Et donc, déjà, coucher sur papier cette colère, c'est déjà beaucoup. Ça aide déjà, quoi. Mais c'est un processus long. Hein. Mais j'invite toujours à être accompagnée aussi d'une psy, idéalement. Parce que c'est un travail. Enfin, moi, ce que je propose, c'est pas, je peux pas que à travers mes soins tout faire sortir. Il y a un travail de conscience qui doit être. C'est une approche holistique en fait. Exactement. C'est de travailler sur différents piliers. Coach ou psy, mais une approche en tout cas qui permet une conscientisation et une libération orale aussi. Oui, c'est ça. Parce que écrire c'est une chose, s'entendre dire les choses c'est autre chose. Moi, j'ai déjà été avec mon carnet chez ma psy et en fait, je lui lisais ce que j'avais écrit parce que parce que mes idées étaient plus rangées, parce que j'avais besoin de lui dire comme ça enfin voilà, c'était plus facile. Donc pourquoi pas en fait. Oui, tout à fait. Donc, pardon. Mais non, mais j'essaie de répondre à ta question. Mais donc l'écrire, l'exprimer d'une façon ou d'une autre, l'exprimer, que ce soit l'écrire ou le dire par la suite ou les deux ou l'un ou l'autre. Pour moi, il n'y a pas mille choses à faire. C'est faire ça déjà en premier, quoi.
Et je pense à mon quotidien, à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de je dis pas, puis je râle. Et c'est aussi peut-être au quotidien, plus oser dire les petites choses, tu vois, les petits trucs. Je pense à la vie de couple où tu vois parfois je dis pas, et puis en fait l'accumulation fait que je suis en colère. Ouais. Et je suis donc plus en peut-être rage là. oui, À ce moment-là, t'as vraiment c'est plus ça. en rage. J'ai accumulé plein de Ouais. choses, et donc c'est parce que c'est vrai que ça paraît con, et peut-être que pour certaines personnes c'est fluide et facile. Pour moi ça ne l'est pas en tout cas, et j'apprends vraiment à dire au quotidien, tiens, ça me ferait plaisir si, ou bien peux-tu faire ça, ou j'aimerais bien qu'on range cette pièce, ou que, enfin voilà, et pour pas accumuler cette espèce de ressentiment au fond, enfin je sais pas. Mais quand tu dis voilà toutes les petites choses, déjà ça c'est toutes des petites colères sur une journée que tu cumules parce que tu les dis pas. Donc imagine sur toute une vie. Ouais, c'est gigantesque. En 365 jours ou 66, enfin pendant X années, enfin je veux dire, t'imagines tous les mini trucs. Donc, enfin il y a un moment où c'est de la rage quoi. C'est ça. C'est clairement de la rage, mais donc déjà chaque petit truc c'est déjà de la colère. La colère de nouveau, elle a pas besoin d'être violente, elle a pas besoin, même le mot confrontation, je vois souvent que ça fait peur aux gens en fait. Confrontation ne veut pas dire dispute. C'est juste être en face de la personne et lui dire, bah voilà, ça m'a dérangé. Mais c'est aussi de pouvoir se détacher, ok, pourquoi je me suis sentie comme ça, et de pas mettre la faute sur l'autre, tu m'as fait sentir comme ça. Pourquoi je me suis sentie comme ça, au final, pour pouvoir être le plus juste dans ce qu'on va exprimer à l'autre, parce que sinon on va aller dans le reproche. Tu m'as fait sentir comme ça, et donc chez l'autre aussi, c'est se faire un peu attaquer. Et donc c'est un travail quand même assez compliqué, c'est pour ça que j'invite souvent à l'écriture avant, parce que ça permet de d'abord processer, de vider une première fois en fait. On s'en fout ce qu'on dit, on se lâche. C'est ça. Puis peut-être de relire ça et de processer. Donc ça peut faire parfois un premier travail, une première dissertation, puis un résumé de la première dissertation. Et puis, quitte à parfois dire à la personne, voilà, pour plus de facilité, je vais te lire. C'est ça. Ce que j'ai écrit, pour pas débarquer chez la personne avec toute ta colère et dire Mais par contre, pour vider ta première colère, à toi, pour que tu te sentes mieux, c'est de l'écrire quoi. Ouais, c'est ça. J'ai envie de revenir juste sur ce que tu as dit par rapport à la confrontation, parce que je l'adore, le design, c'est magique, parce que donc Eva, toi tu as un plexus solaire défini, tu es émotionnel, j'ai un plexus solaire non défini. J'ai peur de la confrontation. J'adore la confrontation. Voilà. Et ça, c'est juste pour les geeks de design humain. Ils vont comprendre. C'est caractéristique. Les personnes qui ont un plexus défini, c'est l'intelligence émotionnelle. Ce sont des personnes, donc Eva, et c'est intéressant d'ailleurs par rapport à ce que tu fais aussi, que ça se retrouve, c'est des personnes qui viennent nous transmettre cette intelligence émotionnelle, les émotions, c'est quoi une émotion, faut pas en avoir peur, comment on l'exprime, comment on en parle. Et tu viens de le dire toi, c'est sorti tout seul, faut pas avoir peur de la confrontation. Moi, c'est un truc, j'apprends beaucoup, surtout cette année, à être confrontée à l'autre, en fait, à exprimer ma vérité, à exprimer, voilà ce qui se passe en moi. Et en fait, la différence pour les personnes qui ont un plexus non défini, c'est que là où toi, tu as ces vagues émotionnelles régulièrement, tu as cette intelligence de ce que tu ressens, etc. Pour nous, c'est confus parce qu'on absorbe les émotions et on les amplifie. Donc déjà, il y a le step 1, devoir se débarrasser de qu'est-ce qui est mon émotion, qu'est-ce qui est pas à moi, etc. Donc ça prend déjà un peu plus de temps. Et puis, c'est de se dire, ok, mais en fait, c'est quoi ce que je ressens, c'est quoi et comment je vais exprimer ça. Et donc, on a tendance à fuir. Moi, j'ai tendance à fuir le conflit. Et du coup, à dire, non, mais c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, non, c'est rien. Oh, du coup, je vais rien dire. Parce que sinon, je me retrouve dans cette situation de être confrontée à l'autre et ça me déstabilise. Et du coup, soit je dis pas, soit je vais dégobiller et le faire de manière maladroite. Et voilà. Et donc, c'est les réactions au stress, hein, parce que la confrontation, on stresse par rapport à ça, c'est compliqué, j'ai peur, et donc c'est vraiment les trois, c'est fight. Oui. Fight, oui, je sais plus. Faire le mort, en gros, je sais plus en anglais ce que c'était, mais donc c'est ça en fait. Et donc quand tu dis je dirais un non, ça va, c'est de la fuite, clairement. Quand tu vomis le truc, c'est fight. Et puis il y a faire le mort, donc disparaître, ghoster, ce genre de choses. Ouais, ça me parle. Voilà. Donc c'est les trois réactions qu'on va un peu tous avoir, et donc c'est de se dire mais pourquoi, c'est toujours se poser la question mais pourquoi, c'est pas sans vouloir de nouveau de pourquoi je fais ci, c'est pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me fait peur derrière
Et la confrontation, c'est vraiment, il y a confrontation égale, dispute, je sais pas, alors que confronter quelqu'un, c'est juste se mettre en face et lui dire. Ouais, c'est fou, hein, qu'on ait comme ça peur de dire je suis triste parce que, ou je suis en colère parce que il y a eu ça, ou c'est pas parce que quand je le dis là à toi, là maintenant, c'est tout simple, mais quand tu le vis et que tu as l'émotion, c'est. Parce que ça implique aussi beaucoup plus de trucs. Parfois, tu as l'impression que tu vas exprimer quelque chose et que ta colère n'est pas justifiée non plus. Je suis en colère parce que tu as mis l'assiette à gauche à la place je pense au truc de couple. Hein. Oui, c'est bien. Tu as mis mon t-shirt rouge avec les trucs blancs, j'en sais rien. Mais donc, en fait, derrière, il y a peut-être. Le message, c'est le fait que tu aies fait ça. C'est comme si moi, je me suis sentie. En fait, irrespectée, par exemple, ou j'ai senti que tu n'avais pas pensé peut-être à moi, mais la tournure, elle même pas encore juste parce que je dis tu vois. Donc, c'est comme si on accusait l'autre. Donc, c'est pour ça que je dis c'est pas si facile et ça a besoin d'être... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que l'écrit permet de visualiser et de mieux pouvoir exprimer après. Mais donc, il y a ce côté de... Derrière ce bête truc, qu'est-ce que je vis, en fait? Oui, Et pourquoi c'est compliqué? Parce que du coup, ça te renvoie pas juste à le fait qu'il y a un t-shirt rouge dans la lessive blanche. C'est juste qu'il y a toute une histoire derrière où probablement que plus petite, tu as senti que si on faisait ça, tu te sentais comme ça. Et en fait, c'est plein d'expériences qui sont cumulées. Et c'est finalement un geste parmi d'autres, mais qui vient appuyer sur ce bouton-là. C'est pas le geste en tant que tel. Enfin, c'est tout ce qu'il y a derrière. Oui, si c'est tout ce que ça implique derrière. Oui, c'est passionnant. Je suis là, je bois tes paroles. C'est des choses que tu sais, je sais certaine que c'est des choses que tu mais sais. Oui, je les sais, en effet. Mais là, je te dis, je viens vraiment dans le process de déconditionnement. Si on rebondit sur le design humain encore une fois, je crois que je viens vraiment déconditionner le plexus. Parce que je vois bien aussi que je prends des décisions dans l'émotion. Et moi, j'ai une autorité sacrale, donc je dois pas écouter mes émotions. Et même quelqu'un d'émotionnel, d'ailleurs, on prend pas une décision dans l'émotion à aucun moment. Et donc, je fais le bilan des dernières années de ma vie. Et je me dis, mais attends, ça, j'ai décidé dans l'émotion, ça, j'ai décidé. Mais parce que je dois encore, je suis encore dans ce process de apprendre à les ressentir déjà. Et j'ai toujours pensé que je l'étais, que c'était facile pour moi parce que je suis très expressive, tu vois, je vais pleurer, je vais crier. C'est pas ça, en fait. Et en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Mais vraiment pas. Mais c'est pas que, c'est aussi, il faut se dire qu'on a été éduqué, et de nouveau, je reviens vraiment à ce côté micro-macro, on a été éduqué et dans la société aussi, exprimer ses émotions, c'est dérangeant. Moi, quand je confronte quelqu'un, je vois la personne en face qui sait pas quoi faire. Non, en fait, je viens la déranger, je l'embête à venir dire ce que je ressens, ou je la mets dans un inconfort parce qu'elle ne sait pas comment gérer. C'est pour ça que je dis que parfois, écrire à l'autre, en annonçant, écoute, j'aimerais bien qu'on parle parce que j'ai ressenti ça permet déjà à l'autre d'un peu processer, mais il y a plein de gens qui vont réagir sur la défensive parce que ça vient les déranger, parce qu'il y a de la peur derrière, qu'est-ce que je vais lui répondre, parce que ces personnes-là ne sont peut-être pas prêtes encore à suivre ce process-là. Mais au final, ça a toujours été dérangeant. Je reprends ces exemples j'avais lu ça dans un livre, je crois que c'est une psychologue qui l'avait écrit. C'était dans un bac à sable. Donc ça commence vraiment à l'enfance, quoi. Dans un bac à sable, t'as, je sais pas, Paul qui joue avec son seau, Gérard qui joue avec son râteau, et rien. Et donc, à un moment, Gérard prend le seau de Paul. Et je sens que je me perds dans les prénoms après. Et donc... J'aime bien ton choix de Gérard, c'est intéressant. Salut à tous les Gérards. Voilà, genre des prénoms mais bref. Et donc, qui sont très jolis, hein, si les personnes que je dis rarement. Mais donc, Gérard prend le seau de Paul. Les mamans, par exemple, ou les papas, ne voient pas forcément la scène. Et finalement, Paul s'énerve et pousse Gérard. Mais donc, qui se fait engueuler ? Paul, pourquoi ? Parce qu'il a poussé Gérard. Mais est-ce que tu as vu que Gérard a pris tu vois ? Et donc, en fait, lui, petit, il a voulu exprimer de ses monceaux et tu me l'as pris sans me demander ou sans... Bon, c'est version enfant. Hein, oui, mais c'est là que ça commence. Voilà. Quoi. Et en fait, il se fait engueuler parce qu'il a finalement exprimé sa colère de s'être fait piquer son truc et c'est l'autre qui a piqué, qui lui-même ne comprend... Lui, il se fait rassurer parce que c'est OK finalement de prendre à l'autre. Plus tard, dans une scène de boulot, c'est OK que je te demande 25 000 trucs et que tu croules. Toi, tu te tais. Parce que tu peux pas te mettre en colère et dire, ben non, en fait, moi, je suis payée de telle heure à telle heure, tu me demandes est-ce que mes heures sub vont être payées, etc. Ben non, ça, on dit jamais. Donc, on dit oui, et puis ça, c'est fou, quoi. Ça rentre dans le mur. Mais donc, c'est une scène que je te prends en enfance qui peut être répercutée dans une scène en entreprise aujourd'hui, je trouve. Et finalement, qui commence au bac à sable. Donc, c'est pas grave si l'autre a pris son seau, mais c'est juste de pouvoir dire à l'un et à l'autre,
c'est pas ok d'utiliser la violence, mais il a raison de pouvoir dire, en fait, alors on dit non, tu dois savoir partager. Oui, mais peut-être qu'il n'avait pas envie, en fait. C'est ça, Enfin, c'est juste, en fait, c'est juste le fait de pouvoir juste exprimer l'émotion qui va avec. T'as pris mon seau, quoi. T'as pris mon seau, voilà. Moi, perso, mon gâteau au chocolat, ben, j'ai 33 ans, j'aime toujours pas le partager, donc non, excuse-moi. Mais je veux dire, si moi, en tant qu'adulte, j'ai le droit de pas toujours partager mes trucs, bah, c'est ok, ça va pas faire, enfin, parfois on va dans les extrêmes de ok, il faut apprendre à partager, mais il faut aussi laisser chaque personne exprimer le fait que là, je suis ok de partager, mais là, j'étais peut-être pas ok parce que j'étais en train de faire mon château et tu l'as pris au moment où, en fait, je t'ai occupée avec, respect, quoi. Oui, c'est voilà, c'est une question de respect. Ah, c'est fou, ouais. Donc, très tôt, on imprime dans exprimer mon émotion, c'est pas ok. Et c'est intéressant des deux côtés, parce que tu disais, quand j'exprime mon émotion, je mets l'autre, je dérange l'autre. Alors, je sais pas si c'est parce que je prends l'étiquette, je suis Capricorne, mais genre, c'est vrai que quand quelqu'un a une émotion, je la ressens, parce que j'absorbe, je sens ce que cette personne est en train de vivre, limite, je vais pleurer avec. Alors, je sais pas quoi. Tu vois, parfois, j'ai cet inconfort de je fais quoi avec ça, tu vois. Et donc, je suis un peu des deux côtés, mais je pense que c'est un peu tout le monde, tu vois. Parfois, on n'est pas éduqué non plus à recevoir l'émotion de l'autre, quoi. Et à dire, je fais quoi avec, qu'est-ce que je dois dire. Et parfois, c'est juste rien. Parfois, c'est juste écouter, prendre dans les bras, recevoir, et voilà. consoler. Et toi, évacuer avec aussi pour pas la garder à l'intérieur, même si c'est pas... Parce qu'il y a aussi ce truc-là, moi je te reprends l'exemple du cancer. J'ai mon compagnon qui me dit tout le temps, enfin ça le touche encore aujourd'hui, et qui me dit tout le temps, mais toi c'était plus grave parce que c'était toi qui étais malade. En fait non, moi j'ai jamais accompagné quelqu'un malade, voir la personne que t'aimes qui est comme ça, je sais pas ce que c'est, toi tu m'as vu, mais t'as tout le droit en fait d'aussi pleurer, t'as le droit de... Et il l'a jamais fait, et donc il avait du psoriasis, enfin je voyais bien que ça sortait autrement, quoi. De stress finalement, de toujours devoir tenir tête, mais c'est pour dire que c'est aussi toujours de toi, c'est pire, donc tu peux t'autoriser. Non, on a tous le droit à notre échelle de le vivre différemment. Et donc tu vois, c'est toutes ces croyances qu'on nous met au final en top. Pleurer aussi, pleurer c'est pour les petites filles. Donc ça, je reviens au bagage que les hommes ont apporté aujourd'hui de c'est pas bon de pleurer, par exemple. Ouais, on doit être des durs. Oui, mais donc l'homme, c'est ok, par exemple, parce qu'il doit être dur de se mettre en colère, parce qu'il doit être fort, tu vois. Je fais vraiment... Oui, tu caricatures, mais c'est intéressant, parce qu'on observe ça beaucoup. Voilà, mais par contre, la femme, non, c'est pas ok, parce qu'elle doit... Elle peut pas se mettre en colère, et... Enfin, si elle le fait, alors... voilà, je prends le mouvement féministe où il y a beaucoup de colère, par exemple. C'est les féministes, et donc tu as des femmes qui disent « Moi, je suis pas féministe ». À partir du moment où déjà ton droit de vote, il y a du féminisme dedans, mais c'est juste que après elles montrent leur colère différemment. C'est une façon d'exprimer qui est différente, mais donc par exemple les féministes égale, enfin tu vois, je trouve ça dommage parce qu'on a du mal à comprendre comment une émotion fonctionne, et on met des étiquettes sur les émotions même, de tu peux être en colère à ce moment-là, mais tu peux pas pleurer à ce moment-là. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis, et juste pour clôturer avec ça, et je donne un exemple. Hier, on a été à un enterrement. Et c'était très touchant, c'était hyper émouvant, et j'avais envie vraiment de pleurer beaucoup. Et je me suis autorisée quand même à pleurer un peu, mais je sais que j'étais beaucoup dans la retenue, parce que je me disais, c'est quelqu'un que tu connaissais pas vraiment depuis beaucoup, t'as pas le droit, c'est pas directement ta famille, tu peux pas être triste, qui tu es toi pour... Enfin, tu vois. C'est ce que les gens vont voir de toi. Et du coup, j'étais là, mais c'est pourquoi, en fait, ça me touche. Puis je sentais évidemment l'émotion des gens qui étaient directement touchés, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu te retiens un temps? Et du coup, je suis partie, je suis rentrée chez moi, j'avais le plexus, tu sais, j'avais un poids écrasé. Parce que j'avais retenu mes larmes, quoi. Et donc c'est fou le conditionnement de par rapport aux autres, parce que tout ce que tu dis là, c'est de peur de déranger finalement. Si je fais ça, les gens vont se dire mais pourquoi elle pleure celle-là? Oui, pourquoi elle est aussi triste, ou pas, pourquoi... Alors que moi pas, mais toi tu gères comme toi t'as envie. C'est ça. Oui, c'est ça, parce que j'observais des gens beaucoup plus proches, pas tout le temps pleurer, et je me dis mais non, t'as pas le droit, Caro, de pleurer. Et donc c'est et c'est vraiment chaque cas. C'est pour ça là je fais des généralités, mais je pense que c'est important, et c'est pour ça que j'aime bien ce côté-là dans les consultations que je propose. J'ai déjà réfléchi après des ateliers, des choses comme ça, mais je trouve ça tellement sacré d'avoir la personne. Pour la personne, je trouve ça sacré qu'elle ait son temps à elle et qu'elle écoute full pour elle. Ouais. Et moi, je trouve ça important d'écouter son histoire à elle, parce que elle, je vais peut-être pas lui dire la même chose que ce que je te dis à toi là maintenant, qu'à une autre personne, etc. Parce que toutes les histoires sont différentes.
C'est pour ça que j'aime pas non plus, tu vois, tous ces trucs de dire des choses trop globalement, alors que alors que cette histoire, chaque histoire est différente, quoi. Ouais. Donc, Ouais. ouais. Oh waouh, j'adore, on a embarqué cette discussion. Bah, C'est génial. Dans dans le le lunch, je pars comme ça aussi, généralement. Mais... Dans le pratico-pratique, une petite huile essentielle pour la colère. Même si c'est Alors- personnalisé, tout ça, mais voilà. non, mais il y en a une voilà, synergie on peut- va être personnalisée parce que oui. là, on va la construire en fonction. Il y a plusieurs huiles essentielles maintenant. Une huile essentielle qui peut être intéressante, vraiment pour tout ce qui est. Donc, derrière le lâcher prise, c'est lié à la colère. Ouais. Et donc, c'est l'ilang ilang, Oui. qui est une fleur blanche. Mais là, encore une fois, l'odeur va vraiment dépendre de chaque personne. C'est une odeur qui peut être considérée comme très envoûtante. C'est Fort. fort. Voilà, elle est très hein, forte, ouais. mais il y a des personnes qui vont adorer parce que justement, elle va être enveloppante. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis il y a des personnes qui vont la trouver beaucoup trop forte et envahissante. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis là, j'en donne une comme ça, mais elle plaira pas à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est chouette d'avoir plusieurs huiles essentielles parce que il y en a d'autres qui peuvent être liées aussi à la colère, mais ça dépend comment je ressens cette colère. Il y a une personne qui va la ressentir. Enfin, que ça va être une colère refoulée. Il y en a d'autres, elles vont pas être conscientes qu'elles sont en colère. Il y en a d'autres, c'est parce qu'elles savent, mais elles savent pas l'exprimer. Donc, on va plus travailler alors sur l'expression de la gorge avec du jasmin, par exemple, etc., etc. Ouais. Mais donc, globalement, on va dire l'ilang ilang. Okay. Mais on revient à ce truc c'est intéressant de voir derrière chaque personne quel type de colère. Et donc, à tester l'ilang ilang en fonction. Moi, perso, j'aime pas. Ça me donne mal à la tête. Ouais, pareil. Il y a une période où ça passait dans une synergie, un peu d'ilang ilang, mais là, aujourd'hui, si je la sens comme ça, c'est trop fort. Mais c'est pour ça que les synergies, c'est chouette aussi. C'est parce qu'elles vont être mariées à d'autres huiles essentielles et donc, elles vont se grandir l'une et l'autre, on va dire. Mais tu vas moins aussi avoir le côté très fort. Une que j'adore, par exemple, mais qui est très difficile. Enfin, qui ne plaît pas à tout le monde, c'est le patchouli. Ah oui. Mais je sais que le patchouli, en la mariant avec d'autres odeurs, parfois les personnes ne sentent pas le patchouli. C'est ça, ouais, ça passe donc, pas. Ouais. Okay. Et pour la culpabilité, tu me conseillerais quoi? La palmarosa. Ok. Qui est la palmarosa, c'est vraiment l'huile essentielle qui reprend ce dessin que je te disais, la scène de théâtre avec oui, j'aimais bien cette image que tu as partagée. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est où est-ce que je prends ma place et je la prends sans culpabiliser. J'ose dire non, j'ai pas le poids de la culpabilité sur les épaules, je prends ma place. Prendre sa place, c'est donner ses limites, exprimer sa colère, etc. Dans prendre sa place, il y a tellement de comportements qui y sont liés. Ouais. Et donc pour moi, la palmarosa, qui est vraiment un autre registre olfactif totalement. C'est plutôt une espèce de plante très herbacée comme ça, donc c'est plus vert comme odeur, plus frais on va dire. L'ilang ilang, on est vraiment dans la fleur blanche, très très aromatique. Donc voilà, pareil, il faut voir aussi comment on ressent et est-ce que la mémoire est titillée aussi, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir vraiment oui, c'est un souvenir olfactif négatif ou positif, donc mais la palmarosa, vraiment culpabilité palmarosa, ça c'est... Je note. Mais je sais qu'à l'atelier, je crois que je l'avais senti, mais je me rappelle plus de l'odeur. Il y avait fait beaucoup. Hein, oui, il y avait beaucoup, mais je me rappelle du nom. Mais donc, bon, waouh. Merci Eva. Une dernière petite question avant qu'on passe aux questions rapides. Design humain. On va clôturer avec ça. Est-ce que depuis sa découverte, il y a des choses qui ont bougé, shifté? Est-ce qu'il y a des choses que tu as implémentées, expérimentées? Raconte-nous un petit peu par rapport à ça. Bon, déjà, un outil formidable. Moi, c'est celui que je préfère, parce que tu le dis toujours, c'est vraiment un mode d'emploi. Et donc, souvent, quand je le conseille aussi, c'est gai d'avoir sa carte astrale, etc. Mais si tu as vraiment le mode d'emploi, et qui se travaille tout le temps. Enfin, depuis qu'on l'a fait, je me replonge souvent dans le PDF, etc. Et ça s'expérimente tout le temps. Et donc, il y a vraiment le côté d'abord, l'énergie. Très difficile parce que face à une société très dans la productivité, etc., c'est quelque chose où, et dans l'éducation que j'ai reçue, constamment, et c'est fatigant en fait, je dois vraiment conscientiser le fait que non, tu vas trop loin, non, ça ne te correspond pas, c'est pas grave si les autres font ça, c'est pas grave si... Et au quotidien, que ce soit dans finalement mon monde professionnel, mais mon monde perso aussi, voilà, si mon homme, je pense, qui est ou générateur, ou enfin, qui a trop d'énergie, il fait plein de trucs, et donc en fait, parfois, je suis là, et je me dis, il va faire plus que moi, et donc je dois faire... Et donc, il y a toujours ce truc de je fais pas assez, voilà. Pardon. Et donc là au quotidien vraiment ça c'est un outil magique mais qui me permet vraiment d'expérimenter au quotidien le côté énergétique là. Le côté émotionnel parce qu'effectivement j'ai toujours été quelqu'un d'hyper impulsif et j'ai toujours réagi dans mes vagues émotionnelles et donc je me disputais très fort avec les gens, etc.
Et puis j'étais très fort dans les pleurs. Et puis ma maman m'a dit, on ne savait pas quoi faire avec toi quand tu étais petite parce que toujours trop aussi, tu vois. Ouais. Et j'ai appris à canaliser ça. J'ai dû l'apprendre un peu toute seule, mais je l'apprends vraiment maintenant. Ouais. Je suis beaucoup plus posée dans ma vie. Et donc ça, c'est aussi essayer de toujours ne pas, de pas Pas agir réagir, dans l'émotion. d'envoyer et d'oser dire je te reviens, je dois regarder mon agenda et de pas sentir cette pression de je dois répondre tout de suite. Ouais. Maintenant, dans ma vague émotionnelle où ce projet me plaît, et d'ailleurs même pour le podcast, je crois que je t'avais dit, j'y réfléchirai, mais normalement oui, mais j'y réfléchirai. Il y a le fait que j'arrive pas, que je sois fort influencée au niveau mental, etc. Ça m'aide beaucoup à voir, ok, là, est-ce que je suis influencée ou pas? Et là, je me reconnecte vraiment à mon intuition maintenant que je sais que c'est un centre. Et je fais confiance à ça, parce qu'avant, c'était un peu, je sens que non, ça ne va pas, mais je ne sais pas ce que c'est. Enfin, le vent me dit que, tu vois, mais maintenant, j'arrive à me dire, ok, non, je le sens pas, en fait. Ouais. Je le sens pas, et donc je vais m'écouter. Mais donc là aussi, il y a un travail, et l'exprimer, c'est plus compliqué, du coup, vu que c'est un centre non défini. Et je pense que le centre de l'identité, ou je sais plus. Ton centre G, il n'est pas défini non plus. Et donc, il y a constamment cette recherche aussi de... qui suis-je? Ouais, qui suis-je, sans être défini par les autres. Est-ce que j'ai longtemps été? Finalement, c'était dans la définition de ce qu'on aurait voulu pour moi et pas ce que moi je voulais pour moi. Celui-là, je le trouve très... sticky, comme on dit en anglais, tu vois. Je l'aime pas. Non, moi non. Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que comment dire, notre force, c'est d'être des caméléons. Et toi aussi, c'est non défini. Ouais. Okay. Et donc, on s'adapte vite aux autres, à une situation, à un pays, à une culture. Par contre, dans les questions existentielles, on se fait vite influencer par l'identité des autres, ce que font les autres, le chemin de vie des autres. Et donc, dans le conditionnement, on est vite à suivre un chemin et puis te dire ah non, mais en fait, j'aime pas, j'ai pas envie, pourquoi je fais ça? Donc, souvent, ces questions qui reviennent de. C'est fatigant. C'est fatigant, je trouve. Honnêtement, voilà. On est d'accord. Mais donc, outils nécessaires. Enfin, j'invite vraiment tout le monde à faire son design et c'est surtout que c'est gai parce qu'on évolue constamment avec son design. Enfin oui, on peut se replonger dedans tout le temps, à chaque épreuve de la vie, à chaque moment, en se disant parce qu'on retient pas tout comme ça et certains trucs vont plus nous parler que d'autres. Et j'ai encore des questionnements par rapport à certaines choses qu'on a vues, des portes ou des canaux. Je me dis et genre ça clique pas aujourd'hui, mais ça cliquera à un moment quand il faudra et voilà. Ouais, c'est une question de timing à chaque fois, quoi. Ouais. Yes. Et après, dès que je rencontre des projecteurs, je suis toi aussi t'es projecteur, toi, je me sens moins seule. Donc, et parfois, je me rassure en me disant, non, cette personne, elle est sûrement G ou MG, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, voilà, ça me permet aussi, par rapport à ça, un peu me distancier par rapport au fait que non, c'est ok, c'est normal que cette personne fasse ça, elle a pas la même énergie que toi, etc. Mais c'est toujours un combat aussi de se dire, c'est pas que j'ai pas d'énergie du tout, c'est comment je vais jongler avec mon énergie. Donc, ça, c'est vraiment au quotidien. Oui, et les projecteurs, c'est... je le dis, c'est pas toujours gai à entendre, mais c'est... la société n'est pas faite pour vous, quoi. Enfin, c'est pas... Et c'est marrant, parce que quand tu écoutes le grand shift de 2027, j'ai encore entendu un projecteur en parler où il disait réveillez-vous, les projecteurs, on a besoin de vous, parce que ça tout shift vers plus de qualité de vie, moins ce côté productivité dont on a parlé tout à l'heure, etc. Et qui va nous aider à changer ça? C'est les projecteurs, quoi, qui vont dire, parce que les projecteurs guident les générateurs et MG, et en disant ok, mais là tu vas droit dans le mur, attention, là on peut faire différemment, ça peut être fait, on peut être plus efficace, plus productif en faisant comme ça, on peut travailler moins mais mieux, être plus focus. Donc tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'entends des projecteurs, c'est un challenge parce que la société renvoie encore. T'es pas écouté en fait, et donc parfois tu dis à quoi bon dire. Oui, c'est ça. Mais bon, je pense qu'il y a des vagues aussi de personnes qui sont capables de l'entendre, et c'est cette personne-là qui vont changer. Enfin, bien sûr, on peut tous des vies, et dans certaines vies, on est capable de shifter, dans d'autres, on reste dans ce truc, et voilà, c'est ok, ça viendra à un autre moment, mais. C'est vrai que, voilà. En tout cas, tu es un bel exemple. Merci. Alors, on va clôturer avec les questions si et les questions ça ou ça. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'être assez intuitif, spontané. Voilà, tu réfléchis pas trop. Ok. Alors, si tu devais passer un message aux femmes aujourd'hui, ce serait lequel? Prenez votre place. Ouais. Si tu devais donner un conseil aux femmes pour mieux vivre leurs émotions, ce serait quoi?
les exprimer, apprendre à les exprimer. Si tu devais recommander un livre ou une ressource, ou le deux si tu as envie, ce serait quoi? Allez, je suis pas prête pour ça. Le premier qui me vient, et alors le titre est très... Ah, tu m'as stressée. Non, je me sens stressée. Prends ton temps, on respire. Non, il y en a un que j'ai lu qui est, je trouvais très très intéressant. Je pense, oui, l'auteur c'est Frédéric Lenoir et il parle de Carl Gustav Jung. Ok. En fait, il traduit, si tu veux, la pensée de Carl Gustav Jung, oui. ouais. Qui est, je le trouve fascinant ce livre. Enfin, je le lis, ça fait un D'accord. an que je le lis, c'est par bribes parce que ça demande une certaine concentration, mais je trouve qu'il y a énormément justement sur l'inconscient collectif, D'accord. de choses qui sont intéressantes, de symboles, de choses avec lesquelles on grandit, etc., qui sont fascinantes. Et alors, donc il est venu avec plusieurs notions comme ça, je trouve, qui ouvrent, mais bon, je suis pas préparée du tout, donc je risque de dire n'importe quoi, mais donc, inconscient collectif. Ouais. Et il vient aussi avec toute la notion, notamment d'énergétique, c'est pas le terme qu'il utilise, je pense, mais il aborde ça, Ok. alors qu'il date des années, je ne sais pas, parce que je ne suis pas préparée, mais donc, il y a très longtemps où on ne parlait pas de ça. On parlait pas de donc ça, voilà. quoi. Ouais. Et je trouve ce livre fascinant. Voilà. C'est génial. peut-être pas une lecture pour tout, enfin, tout le monde ne n'aimera peut-être pas, mais ce livre, moi, il m'a vraiment marqué. Ben, je noterai après, je le mettrai dans la description comme ça, avec le lien. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi? Ce qui te vient là. Là, je me ferais venir un petit déj, mais parce qu'on peut encore manger. Donc tu m'as dit ce qui te vient là. Et bah, tu veux une gaufre à l'époque ferais- que je connais. Private joke. Oui. Qu'est-ce que je ferais? Mes mots, je les perds. Je pense que je mettrais la notion de respect dans la tête de tout le monde, parce que c'est pas le cas, Wow, ouais. surtout sur la route. Donc voilà. Non, mais la notion de respect pour le Ouais. vivre mieux. En Ok, communauté. d'accord. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus au quotidien? Les gens, les histoires des gens, en fait, les personnes qui m'entourent. Alors, je dis pas le monde entier, mais vraiment les personnes dont tu fais partie, mais vraiment les personnes qui me sont proches m'inspirent de par leur vie, où je trouve, en tout cas les femmes, fortes, Ouais. etc., à plein de niveaux, mais ça va de ma maman à mes copines, j'ai pas de sœur, mais voilà, donc ça peut être famille et potes, mais vraiment, ouais, les personnes qui m'entourent, elles m'aident à moi grandir et à évoluer beaucoup. Ah ouais, Voilà. c'est beau. Merci pour ça. Alors, les questions rapides. Thé ou café? Ok. Café, on va pas se mentir. Hein, voilà. Sucré ou salé? Salé. Livre ou podcast? Livre. Enfin, même, oui, bon. Oui. Non, Oui. bah, c'est rapide et je suis pas censée justifier, non. mais c'est pas grave. Non. Livre, on va dire. Chocolat ou bonbon? Chocolat. Introverti ou extraverti? Mais introverti. Vacances plage ou aventure? J'ai découvert que c'était plus aventure. Ok. Samedi ou dimanche? Dimanche. Vilaine coupe de cheveux ou teinture ratée? J'ai eu les deux, on va dire, teinture ratée. Chat ou chien? Chat. Netflix and chill ou une sortie? Les deux. Appel téléphonique ou message vocal? Message vocal. Early bird ou du matin ou du soir? Plutôt du soir. Et oracle ou tarot? Alors, j'ai déjà dit les deux. Je peux dire encore les deux ou pas? Ouais, tu peux. Les deux? Les deux. Ça va. Ils se complètent. Mm. Enfin, oui. Ouais. Enfin, bref. Ça se complète. Et Eva, cette année, elle est? Transformatrice. Waouh! Ouais. Bon, on en reparle. Hein. On en reparle en 1er janvier 2020. Idéalement transformatrice. Être maman, c'est un gros shift. Ouais. Ouais. Mais Donc, voilà. Oh, trop bien, merci, ma Merci à belle. toi C'était pour trop ton chouette. écoute. Mais toi aussi, sinon on serait pas copines, hein. Ouais, c'est ça match. Hein. Voilà. Merci beaucoup Ouais, en tout mais cas merci. pour cet exercice. Avec plaisir. C'était pur kiff. Oui. Je t'embrasse. Moi aussi. Bisous. Salut, ciao. Ciao.